Les partis politiques affiliés aux chefs de file de l'opposition suspendent leur participation au dialogue politique national. Le CEFOP annonce également à la même date une marche silencieuse pour soutenir les forces de défense et de sécurité et dénoncer la mauvaise gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir en place. Dans ce journal, vous entendrez le chef de file de l'opposition qui a animé un point de presse ce 25 juin. Et pour faire face à la crise sécuritaire, les unités se renforcent avec les nouveaux éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Des éléments prêts à rejoindre le terrain de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier. Dans ce journal, nous serons à Lango pour suivre la sortie de promotion du Garci 2. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la campagne agricole humide qui bat son plein. Le ministère en charge des questions agricoles est dans la dynamique de la distribution des intrants subventionnés par l'État. Et pour garantir la transparence dans le processus, c'est le mécanisme électronique qui a été choisi. Des explications à suivre dans ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec les nouvelles de la 29e Assemblée générale des sociétés d'État qui vient de s'achever ce soir. A retenu de cette rencontre 53 recommandations pour améliorer les performances de 22 entreprises. Nous vous proposons un extrait du discours de clôture prononcé par le Premier ministre. Le rapport de synthèse des travaux que nous venons d'adopter relève à dessein l'essentiel des difficultés que rencontrent nos entreprises publiques. Si certaines sont imputables au contexte économique difficile, il n'en demeure pas moins que des efforts sont à faire à différents niveaux pour pallier les insuffisances suivantes. Le volume des créances et des dettes fiscales des sociétés d'État qui ne cessent d'augmenter, le faible niveau des investissements, la non-mise en œuvre de toutes les résolutions et recommandations antérieures de l'Assemblée générale des sociétés d'État, des auditeurs internes et externes, ainsi que des corps de contrôle de l'État, le retard dans l'implémentation de certains outils de bonne pratique de gouvernance. Pour ce faire, au moment où des réponses appropriées sont en train d'être déployées pour contenir la crise sanitaire liée au coronavirus, je voudrais vous exhorter à poursuivre la relecture des plans stratégiques de développement de vos sociétés d'État, assortis des plans de continuité d'activité. Opérationnaliser le dispositif permettant l'examen des avant-projets de contrat-plan entre l'État et les sociétés d'État. Engager toutes nos sociétés d'État dans une démarche qualité en vue d'une amélioration continue de la qualité des services rendus. Poursuivre la mise en œuvre des outils du Code de bonne pratique de gouvernance des sociétés d'État, mettre effectivement en œuvre les recommandations des différentes missions d'audit, maîtriser les charges de fonctionnement en vue de dégager une capacité d'auto-investissement plus accrue. Je voudrais donc, au moment où nous clôturons nos travaux, vous inviter à vous engager fermement dans la mise en œuvre de ces recommandations, car la crédibilité, la viabilité et la compétitivité de nos sociétés en sont fortement tributaires. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions avec notre reporter Sébastien Zongo. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce vendredi le projet de relecture de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso. La nouvelle loi vise à améliorer la gouvernance à travers l'approche PPP en vue d'un développement socio-économique durable du Burkina. Le vote a été précédé d'un exposé suivi de débats entre les élus nationaux et le ministre en charge des Finances. Le point avec Roger Kam et Abdelaziz Yagibou. La relecture de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé PPP, votée en 2013, obtient l'approbation de la représentation nationale. Après environ 5 heures de travaux, dont des débats bien nourris, la loi a été adoptée à 101 voix pour et 23 contre. Ce mode de financement est peut-être, et c'est sûr, c'est certain, le moyen qui reste au pays à moyen limité comme le nôtre. C'est-à-dire le financement, partager le risque
avec le privé, partager le risque avec un tiers. À travers cette relecture, le gouvernement entend, tout en introduisant des innovations, réunir les conditions requises pour la gouvernance d'un PPP qui se veut attractif et bénéfique pour le développement durable du Burkina. Nous avons d'abord fait une évaluation des textes de la loi de 2013 qui mettait en place le partenariat public-privé. Et nous nous sommes rendus compte à l'épreuve la mise en œuvre qu'un certain nombre d'insuffisances existaient effectivement. D'abord au niveau de l'ancrage, parce que vous savez que c'était une direction qui était dans une direction générale. Or, la nature des PPP et surtout le fait que ce soit des contrats qui nécessitent beaucoup d'interactions avec les différents ministères créait une certaine lourdeur et des difficultés. Et nous avons voulu d'abord que cette unité, ça soit carrément une unité rattachée donc au cabinet qui va permettre donc de mettre un certain nombre de compétences. Ça va être une unité qui va être étoffée en termes donc de compétences pour pouvoir donc apporter une véritable analyse sur les projets qui nous sont soumis. Souvent les PPP, c'est des gros montants, ça peut être des gros montants, bon, et même si c'est des vingtaines de milliards, et souvent nos PME n'ont pas cette capacité. Mais le fait de dire qu'ils peuvent venir en groupement permet donc de se regrouper, de venir sous forme de groupement et de pouvoir donc concourir. Cette conviction du ministre des Finances, selon laquelle le cadre juridique institutionnel naissant viendra corriger les imperfections enregistrées après quelques années d'expérimentation de l'approche PPP, n'est pas du tout partagée par certains élus qui d'ailleurs ont marqué leur désaccord à l'adoption de la loi. On nous avait dit qu'il y avait près de 38 PPP qui allaient être faits. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 9 qui ont été faits. Et sur les 9, nous n'avons pas de visibilité par rapport à cela. Donc nous avons estimé que le partenariat public-privé, ce n'est pas lui-même qui est remis en cause, mais c'est la manière de faire les partenariats publics-privés au niveau du Burkina Faso qui pose problème. Les conclusions des différentes commissions qui se sont réunies au préalable pour des séances de travaux indiquent que les clauses, les modes de paiement, les régimes douaniers et fiscaux, la clarification des rôles des différents acteurs, dont les collectivités territoriales, sont autant de volets mieux balisés par les dispositions juridiques contenues dans le nouveau cadre. Autre actualité à la une ce jour, le 3 juillet prochain, l'opposition ne sera pas au dialogue politique national, mais dans la rue. Le CEFOP suspend sa participation à ce cadre de dialogue et annonce des marches à travers le pays pour dénoncer la gestion de la question sécuritaire par le pouvoir en place. À la conférence de presse animée ce matin, l'opposition a une fois de plus demandé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense, Gérard Somé et Maïmouna Traoré. Edi Komboego annonce la suspension de la participation du chef de file de l'opposition au dialogue politique. Les deux entités devaient se retrouver le 3 juillet pour poursuivre les discussions. Mais les partis de l'opposition n'y seront pas. Ils vont plutôt marcher. Une marche silencieuse et pacifique dans les 45 provinces pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes, soutenir les forces de défense et de sécurité et exprimer leur solidarité avec les personnes déplacées internes. Les 3 et 4, nous les avons retenus expressément pour les marches silencieuses. C'est un signal. Nous préférons qu'on règle d'abord les problèmes de la sécurité et ensuite nous parlerons des problèmes de gouvernance, d'élection. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Mais notre porte n'est pas fermée. Et le gouvernement le sait que nous sommes une opposition républicaine qui propose des solutions, qui critique et qui propose des solutions. Le CEFOP précise sa position. Le Premier ministre et le ministre de la Défense doivent démissionner. Nous avons posé la question au Premier ministre s'il avait une stratégie de lutte contre l'insécurité. Il nous a répondu à l'hémicycle qu'il n'en avait pas. Au regard des résultats, nous constatons que même s'il dit aujourd'hui que ce n'est pas boutade qu'ils avaient répondu, c'est la réalité. Ils n'ont aucune stratégie de lutte contre l'insécurité. Si le gouvernement n'est pas capable de régler le problème, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. L'opposition politique dénonce aussi la malgouvernance et la corruption au sommet de l'État. Selon Edi Komboego, leurs propositions pour la bonne marche du pays ne sont pas entendues.
Apporter une réponse à la crise sécuritaire à travers la sensibilisation sur l'extrémisme violent et la radicalisation. C'est l'objectif d'une nouvelle structure de la société civile dénommée COLAB, la coalition des leaders associatifs du Burkina. Elle a lancé ses activités ce vendredi à travers une conférence de presse au cours de laquelle elle a aussi invité les Burkinabés à un sursaut patriotique pour la défense de leur pays. On en sait plus avec Issa Kanana. Le Burkina Faso ne va pas courber l'échine face aux adversités. Déclaration de la COLAB, la coalition des leaders associatifs du Burkina. Face aux hommes des médias, elle appelle à un sursaut patriotique de tous les Burkinabés pour la défense des institutions de la République. Résistance et résilience restent donc le mot d'ordre de la COLAB. L'histoire de notre pays nous enseigne que notre peuple est résistant et résilient, et cela s'est perpétué de génération en génération. Aujourd'hui, notre génération doit à tout prix, y compris celui du sang, préserver l'intégrité du territoire et l'unité du peuple afin de léguer aux générations futures un Burkina Faso de paix et de prospérité. Aux adeptes de la haute échelle politique et de tous bords, nous disons que le terrorisme ne saurait être une opportunité de tentative de déstabilisation ou de prise de pouvoir de l'État. Aussi voudrions-nous appeler toutes les organisations de la société civile à l'union sacrée pour qu'en plus de la veille citoyenne, nous sensibilisions les masses à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. La coalition des leaders associatifs du Burkina est un rassemblement d'organisations de la société civile. Son ambition, sillonner les villes et campagnes du Burkina pour entretenir la flamme du patriotisme et de l'espérance. La COLAB reste donc convaincue, c'est dans l'union de ses filles et de ses fils que le Burkina Faso viendra à bout du terrorisme. La sécurité fait partie des secteurs qui seront financés grâce au programme de développement bilatéral entre le Burkina Faso et le Royaume du Danemark. Il s'agit d'une subvention de 92 milliards et 650 millions de francs CFA qui couvre la période 2021-2025. La signature de l'accord de financement est intervenue ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Konsun Koulibaly et Aimé Solange Djigma. Cet accord de subvention signé entre le Burkina et le Royaume du Danemark met à la disposition du gouvernement burkinabé près de 100 milliards de francs CFA dans le cadre du programme bilatéral 2021-2025 entre les deux pays. Ce budget va financer la mise en œuvre de divers projets de développement. L'objectif étant de renforcer la paix et la stabilité du pays et réduire les inégalités grâce à la résilience et à une croissance économique durable. Cette enveloppe donc servira à améliorer les services aussi bien au niveau de la justice, de la sécurité, de l'eau, de l'agriculture, la promotion de la femme et aussi de l'entrepreneuriat. Donc comme vous le constatez, c'est plusieurs départements ministériels qui seront impliqués à travers donc, la gestion d'une dizaine de projets. En plus, je voudrais souligner, nous appuyons aussi le Burkina Faso à travers les organisations multilatérales. Nous appuyons les structures humanitaires et aussi la société civile. Ce programme bilatéral 2021-2025 va également contribuer à la création de mesures d'adaptation au changement climatique. Cette signature d'accord de subvention témoigne une fois de plus de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. En bref, sachez que les policiers tués dans l'embuscade entre Bassalgo et Foubé le lundi 21 juin dernier ont été inhumés aujourd'hui à Kaya dans le centre-nord et c'était en présence de 3 membres du gouvernement et de nombreux collègues, parents et amis. Autre titre de l'actualité ce soir et nous découvrons les éléments du GARCI 2, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Leur mission principale, la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier. Ce groupe est
composé de gendarmes spécialisés qui disent être aptes à aller sur le terrain. La cérémonie marquant la fin de leur formation s'est déroulée ce vendredi à Laongo. Amadou Ilboudo est bienvenu dans Ossa. Des gendarmes spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier. 8 semaines durant, ils ont bénéficié d'une formation militaire de base. Ces hommes prêts à aller sur le terrain constituent des éléments du Garci Sahel, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Leur zone d'opération, Mangodara dans le sud du Burkina à la frontière avec la Côte d'Ivoire et Nyoro dans le sud-ouest à la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils viennent s'ajouter à 2 Garci installés depuis 2019 dans le nord. Nous avons déjà l'expérience du Garci à travers Tueni et Barani. Le plus important pour nous, c'est la capacité de bascule de la gendarmerie en force combattante ou en force de police. Et ça, c'est une très grande particularité sur laquelle nous misons pour être au contact avec la population afin de les aider à rester dans la tranquillité et la paix pour s'occuper de leurs activités. C'est une expérience en fait qui a été faite par la Guardia Civile espagnole dans la lutte contre le terrorisme de l'ETA qu'il y avait là-bas. Et comme ça s'est très bien passé, ils ont monté le projet pour qu'on essaie d'implémenter ça dans nos pays en vue d'atteindre le même objectif. Le projet Garci est financé par l'Union européenne. La mise en place de cette phase 2 devrait se clôturer en décembre prochain. Une 3e phase est en vue. Elle prévoit la création de 2 Garci dans la partie est du pays. Dans l'actualité également, c'est une promesse du gouvernement qui commence à se concrétiser au profit du Centre national de presse Norbert Zongo. Plus de 35 millions de francs CFA sont mis à la disposition de ce centre pour achever ses travaux de construction. Donateurs et bénéficiaires ont procédé ce 25 juin à la signature de la convention de financement. Césaire Carrefour et Ruta Ouattara. Des signatures, une poignée de main. Et voici scellé le partenariat entre le gouvernement et le Centre national de presse Norbert Zongo. Le centre, à l'image d'autres maisons de la presse en Afrique, avait plus que jamais besoin du soutien de l'État, notamment sur le plan institutionnel et financier, pour matérialiser ses statuts d'organisation d'utilité publique. Et ce sont plus de 35 millions qui sont mobilisés à cet effet. Un montant conforme aux souhaits exprimés par le comité de pilotage du Centre national de presse. Il s'agira simplement de mettre à votre disposition les ressources que vous avez demandées, dans le principe que nous vous faisons confiance, de revenir ici et de constater que tout a été exécuté dans la qualité, dans le respect aussi des règles, parce qu'il s'agit aussi de deniers publics. Si le centre de presse Norbert Zongo est plus fonctionnel, vous l'avez dit dans votre discours, c'est parce que aussi il y a une envie de renforcer la promotion de la liberté de presse d'une part, mais surtout aussi la défendre. En sus du titre foncier, des travaux d'aménagement et d'achèvement du bâtiment, le Centre national espère un lendemain meilleur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement. Demain, nous espérons signer notre convention pour que l'État puisse contribuer aux charges de fonctionnement du centre, à l'instar des autres pays de la région, et aussi soutenir certaines de nos activités phares. Mais en attendant, le Centre national de presse compte réaliser des investissements structurants permettant de mener des activités génératrices de revenus. Une rocade de 7 km et des canaux d'assainissement pour faciliter la mobilité urbaine et le drainage des eaux de pluie. Ces réalisations en cours dans la ville de Koudougou sont financées par la Banque mondiale à travers le projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Hier jeudi, les premiers responsables du projet sont allés apprécier l'évolution du chantier. Suleiman Sanou et Issa Kanana. Des machines en compactage, des ouvriers en plein travaux. Nous sommes sur le chantier de la rocade de Koudougou, une voirie longue de 7 km avec 2 gros ouvrages de franchissement. C'est une infrastructure routière qui, à terme, devrait améliorer la mobilité dans la cité du Cavalier Rouge. Avec les finitions de cette rocade, tous les secteurs, donc, les 10 secteurs donc, de la ville voilà, sont couverts. Et je crois que c'est une fierté pour toutes les populations. Outre la voirie, la ville de Koudougou bénéficie de l'aménagement de 2,7 km de canaux de drainage des eaux pluviales. Sur le terrain, le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports est là
pour constater le niveau d'avancement des travaux. Des chantiers de développement qui présentent un taux satisfaisant. Actuellement, pour les canaux de drainage, nous sommes à plus de 80%. Pour la voirie, nous sommes autour de 35%. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que l'entreprise a déjà préfabriqué plus de 7000 mètres linéaires de voiles de caniveau sur environ 9000. Donc, puisque les poses sont plus faciles, c'est la fabrication qui est difficile. Donc, en termes de pose, ça va aller vite. Donc, avec les terrassements aussi, comme c'est des engins, ça va assez vite. Donc, grosso modo, les taux vont augmenter rapidement les semaines à venir. Donc ce que nous allons envoyer comme message à l'endroit des différents acteurs, notamment les entreprises qui sont chargées des travaux, c'est d'accélérer. Parce qu'il y a un travail qui est déjà fait, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Nous avons des délais qui sont très resserrés, parce que nous espérons que à partir de septembre, octobre, que nous ayons bouclé ces travaux-là. D'un coût de réalisation de plus de 4 milliards de francs CFA, ces ouvrages dans la ville de Kourougou sont entièrement financés par la Banque mondiale. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Ici, dans la capitale, les 6e journées de la Société burkinabé de radiologie, cumulées avec les 16e journées de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone, se sont achevées ce 25 juin. Sujet placé au cœur des échanges à les actualités de l'imagerie médicale. Ce sujet a été débattu pendant 3 jours par les spécialistes du domaine venus d'une dizaine de pays africains. Le compte-rendu de Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est un congrès conjoint pour se pencher sur la situation de la radiologie, aussi bien au Burkina Faso qu'en Afrique. Venus de 10 pays d'Afrique noire francophone et du Maroc, ces spécialistes de l'imagerie médicale vont pendant 3 jours examiner les différents maux qui minent le secteur de la radiologie en vue d'une actualisation des savoirs et savoir-faire. L'ensemble des professionnels à l'imagerie médicale là, vont revoir leur niveau, adapter ça à des réalités actuelles. C'est-à-dire ça dure depuis, pour le Burkina Faso, c'est les 6e journée. Pour la Société de radiologie d'Afrique noire francophone, c'est les 16e journée. Imaginez ce que l'on apporte comme bagage d'innovation. Ces journées se tiennent à un moment où le Burkina Faso est dans une dynamique de mutualisation en matière de téléradiologie et de radiologie interventionnelle. Et au niveau du gouvernement, les conclusions sont attendues pour une prise en charge adéquate des populations. Avoir ici les radiologistes du Burkina Faso et d'Afrique qui se retrouvent ici pour parler de leur profession, de leur travail. C'est vraiment le point de départ pour des avancées très significatives par rapport donc aux préoccupations de santé au niveau de nos populations. Cadre de partage d'expériences, ces journées de radiologie sont également une opportunité pour les jeunes spécialistes de trouver des réponses à un certain nombre de préoccupations en matière d'imagerie médicale. À cette rencontre, les spécialistes marocains et centrafricains participent en virtuel aux côtés des autres pays. Le karité est un produit forestier non ligneux aux multiples vertus, mais l'espace fait actuellement face à certaines menaces. Une situation qui interpelle les acteurs de la filière karité, réunis pour un forum de 2 jours à Ouagadougou. Ils veulent définir le rôle de chaque acteur dans la préservation et la restauration du karité. Jean-Eudes Bayala et Nyarkiteda. Le Burkina Faso dispose d'un peuplement à karité assez riche. Plus de 305 millions de pieds d'arbres de karité, 1 240 000 tonnes de production d'amande, 500 000 emplois générés, dont 90% de femmes, pour une valeur ajoutée de près de 114 milliards de francs CFA. Les chiffres sont des services du département de l'environnement et font du Burkina l'un des plus gros producteurs de karité en Afrique de l'Ouest. En dépit de ce potentiel, des menaces existent et il faut agir. Agir pour protéger la filière, d'où ce forum national. Nous avons voulu ce forum pour réfléchir avec les acteurs au niveau national sur comment chacun puisse jouer son rôle et ses responsabilités dans la conservation et la préservation durable de cette espèce pour que le maillon chaîne de valeur lié à la filière karité puisse se porter mieux. C'est tout l'enjeu des 48 heures de réflexion avec en toile de fond
définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque acteur de la chaîne de valeur pour la préservation et la restauration durable de la filière. La plupart du temps, nous ne voyons que le produit donc, de karité, nous voyons donc la commercialisation du karité. Mais nous oublions donc que la structure mère qui produit donc le karité, qui est l'arbre lui-même, on est en train donc de l'oublier. Sans ça, nous ne pouvons pas avoir donc du beurre de karité, nous ne pourrons pas avoir des cosmétiques, nous ne pourrons pas avoir des produits pharmaceutiques, nous ne pouvons pas avoir du chocolat, nous ne pouvons pas avoir du miel. Il y a beaucoup donc d'éléments à partir desquels le karité est très important. Le karité est le 4e produit d'exportation au Burkina après l'or, le coton et le bétail. C'est pourquoi, selon le ministre Simeon Sabatogo, le gouvernement, avec le soutien de ses partenaires, va mettre tout son va-tout pour lui assurer toutes les garanties à même de faire de cette filière une filière économiquement et socialement rentable. Le Fonds d'intervention pour l'environnement Ecoris Bank International, désigné comme entité nationale à être accréditée auprès du Fonds vert pour le climat. C'est le choix fait par le Burkina Faso pour gérer les financements provenant du Fonds vert pour le climat. Afin de permettre à toutes les parties prenantes de comprendre le processus, une consultation nationale s'est tenue les 22 et 23 juin dernier à Koudougou. Des précisions avec Bienvenue Taonsa. Cette concertation se tient dans le cadre d'un programme préparatoire dénommé Rudines Programme. Sa visée permet au Burkina Faso de faire accréditer le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE Ecoris Bank International auprès du Fonds vert pour le climat. Toute chose qui va conférer à ces deux entités le droit de gérer les ressources du Fonds vert pour le climat. Cela passe par une explication du processus à ces acteurs du public et du privé, potentiels porteurs de projets climatiques, d'où cette rencontre de Koudougou. Ce sont ces deux entités que sont le Fonds d'intervention pour l'environnement et Ecoris Bank qui recevront les ressources financières et qui vont accompagner des acteurs que sont les collectivités territoriales, l'administration publique, les secteurs privés, les ONG, les associations à mettre en œuvre des projets climatiques au niveau de notre pays pour permettre le renforcement de la résilience des communautés et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier, au-delà donc du renforcement des capacités, vise également à examiner et à valider 4 notes donc conceptuelles de projets prioritaires pour notre pays pour pouvoir anticiper sur le processus d'accréditation de ces deux entités. L'objectif de Rudines Programme est de faciliter le développement de l'expertise nationale en matière de finances climat et de permettre un meilleur accès des institutions publiques et privées aux sources de financement climat au plan national, régional et international. Un programme qui bénéficie de l'accompagnement de l'Institut mondial pour la croissance verte. Actualité au ministère de l'Agriculture, la volonté est affichée pour garantir la transparence et l'équité dans la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'État. Et pour la campagne agricole en cours, c'est le mécanisme de la distribution électronique qui a été retenu. Mais concrètement, comment cela se passe? Des éléments d'explication ont été donnés à la presse ce matin à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zango. Innover pour mieux servir, c'est dans cette dynamique que le ministère en charge de l'agriculture a introduit pour cette campagne agricole 2020-2021 le mécanisme de distribution électronique des intrants. Et pour mieux porter l'information auprès des acteurs, la presse a été sollicitée. Ce mécanisme s'est imposé à nous après évaluation donc de tous les autres mécanismes que nous avons connus de par le passé. Mais comme tout mécanisme nouveau, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à parfaire et il y a toujours l'information à apporter, non seulement aux bénéficiaires, mais également à l'opinion publique pour que justement ce mécanisme soit bien compris et que l'information soit relayée chaque fois que de besoin. Au centre de ce nouveau mécanisme, il y a la plateforme de suivi pour plus de transparence et d'équité. Le choix des bénéficiaires, les moyens utilisés, les avantages du processus, autant d'aspects qui ont été largement expliqués aux journalistes. L'intervention, en tout cas, vise à appuyer les producteurs vulnérables. Donc, vous voyez, si quelqu'un a déjà 100 hectares ou bien 200 hectares, ça veut dire que c'est un producteur qui a effectivement la capacité de production. Parce que ce ne sont pas ces gens-là qui sont visés. Donc nous avions, en tout cas en son temps, fixé ceux qui ont une superficie inférieure à 5 hectares. C'est un certain nombre de critères qui ont été définis
pour en tout cas que le bénéficiaire soit éligible, parmi lesquels il y a la détention d'un numéro de téléphone personnel. Okay? Même s'il a un numéro Telmor ou un numéro Télécel, il recevra le message. Voilà. C'est seulement le paiement qu'il devra faire par Orange Money. S'il a un compte, en ce moment, il faut qu'il ait un numéro Orange pour avoir un compte. Auquel cas, il pourra aller payer auprès, en tout cas, d'une boutique Orange Money. Pour ce qui est du choix des localités, toujours par souci d'équité, c'est le tirage au sort qui a été privilégié. Cette année, pour faire le tirage, systématiquement, nous avons d'abord identifié tous les villages qui n'ont pas été bénéficiaires, tiré les bénéficiaires parmi ces villages, et maintenant, les quantités qui sont restantes et qui sont restées, on l'a en tout cas utilisé pour répartir sur l'ensemble des villages. La grande innovation étant l'utilisation du téléphone portable, de nombreuses précautions ont été introduites afin d'éviter d'éventuels désagréments. Précision de taille, pour ce qui est des zones d'insécurité, ce sont les directeurs régionaux d'agriculture qui sont chargés d'établir les listes qui seront ensuite remontées au niveau central et la distribution au niveau des chefs-lieux de région. Nous évoquons à présent cette belle opportunité qui s'offre aux ménages à des éleveurs de l'Est et du Sahel confrontés à des phénomènes tels que la soudure pastorale et l'insécurité. Ces ménages bénéficieront d'une assistance à travers des vivres et des subventions. Cela se fera dans le cadre d'un projet dont le lancement est intervenu ce 25 juin à Ouagadougou. Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. Cette rencontre marque ainsi le top départ des activités du projet au Burkina Faso. Une bonne nouvelle qui va réjouir les 28 387 ménages pastoraux et agro-pastoraux des régions du Sahel et de l'Est confrontés aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie du Covid-19. Il s'agit de renforcer de façon durable les moyens de subsistance et de résilience de ces ménages bénéficiaires. Il s'agit pour ce projet d'apporter des céréales pour l'alimentation de ces ménages. Également de l'alimentation pour le bétail. Et également la fourniture de kits de vaches laitières, de caprins et d'ovins également. Et également, ce projet apportera des semences fourragères pour permettre à ces ménages-là de pouvoir nourrir l'alimentation, le bétail. Donc, c'est un ensemble d'activités qui sont prévues au cours de ce projet afin de leur permettre de se relever. Toutes les parties prenantes sont ici réunies à cette rencontre. Il s'agit de partager avec elles les objectifs et les résultats attendus du projet. Le but recherché, c'est de garantir une bonne appréciation du projet par l'ensemble de ses acteurs et d'assurer sa mise en œuvre efficace sur le terrain. Le projet va s'exécuter sur 22 mois. Outre le Burkina Faso, 5 pays de la région du Sahel sont aussi bénéficiaires du projet. Un projet dont le coût s'élève à plus de 825 milliards de francs CFA et financé par la coopération suisse et le Fonds international de développement agricole. Une nouvelle mosquée pour le village de Kienfangé dans la commune de Komsilga. Avec une capacité d'accueil de 1000 personnes, l'infrastructure est un don d'un fils de la localité. Et c'est avec une grande satisfaction que les fidèles musulmans de Kienfangé accueillent cette nouvelle mosquée inaugurée le 24 juin dernier. Urbe Benito Sommet et Sébastien Zongo. Première prière dans cette nouvelle mosquée du village de Kienfangé dans la commune de Komsilga. Ce lieu de culte vient remplacer celui qui était devenu petit pour accueillir les fidèles musulmans de la localité. Notre joie est si grande qu'elle est difficile à exprimer. Ce lieu appartient à tout croyant musulman. Nous remercions Dieu pour cela. Et nous lui demandons d'accorder longue vie et prospérité à notre bienfaiteur. C'est pour le bien de toute la communauté musulmane et pour tout le pays. Nous faisons des bénédictions aux donateurs. Que Dieu l'accompagne pour la réussite et la prospérité de ses entreprises. Il a fallu environ 2 mois
pour réaliser l'édifice religieux qui offre les commodités relatives à la prière et au culte musulman. Près de 1000 places, c'est sa capacité d'accueil. Vous savez que la prière, c'est quelque chose qui est très important. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, c'est la prière qui peut vraiment nous sauver. Voici pourquoi moi je n'ai même pas hésité à marquer mon accord en donnant les moyens nécessaires pour avoir donné la mosquée. Les investissements pareils, je n'ai pas besoin de donner le montant. C'est une affaire de Dieu. On fait ça au nom de Dieu, on ne fait pas ça au nom de quelqu'un. Selon les témoignages, la mosquée de Kinfangé n'est pas la première réalisation du donateur et ce dernier ne compte pas s'arrêter à cette réalisation. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Sekou Songo. Merci de votre fidélité à la RTB.